Bonsoir, cher ami. Donc, je me présente, je suis Yassine Mir, directeur formation de Caray Group. Bienvenue à la formation d'initiation gratuite ISO 45001 lead implémentaire organisée par Caray Group en partenariat avec IC Canada. Cette formation va être animée par M. Hassan Oubrik. En fait, il reste une minute. En fait, on a partagé dans le chat des Zoom le formulaire de fiche de présence et comment activer le son dans la plateforme Zoom. Donc, il faut remplir le formulaire de fiche de présence pour avoir le support de formation, les éléments de ce soir qu'on va envoyer par email après cette séance. Donc, veuillez remplir ce formulaire-là pour qu'on puisse vous envoyer un email après cette formation. Donc, je passe la parole à M. Hassan pour démarrer cette formation. Je vous souhaite une belle formation et à tout à l'heure. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Hassan. Bonsoir Yassine, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Donc, je Oui, suis Hassan Oubrik, donc je suis un formateur au management de la qualité, santé et sécurité environnement. Et je suis aussi un responsable qualité dans le secteur automobile. Donc, aujourd'hui, dans le cadre des formations d'initiation pour la santé et la sécurité au travail, on a aimé de vous présenter le déroulement de la formation ISO 45001 LED implémentaire, qui est une formation destinée en général pour préparer des gens pour être des leaders, pour être des animateurs de systèmes et pour être des créateurs de systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail. Et ça n'empêche aussi que cette formation, elle est destinée pas seulement à ceux qui ont déjà des connaissances au niveau de l'ISO 45001, mais à ceux qui veulent acquérir des connaissances en matière de l'ISO 45001 LED implémentaire. Pourquoi? Parce que le niveau de notre formation, ce sera un niveau qui va être destiné à toutes ou à tous, pardon, les niveaux de public qu'on vise. Ça veut dire si vous êtes étudiant, si vous êtes des débutants ou si vous êtes des professionnels, cette formation, ça va vous apporter que du bien pour la bonne maîtrise de l'ISO 45001. Et ce n'est pas que la maîtrise du pas à pas, ça veut dire c'est pas que la maîtrise des exigences, mais comment on déploie les exigences dans la réalité avec des exercices pratiques, avec des cas pratiques en entreprise, dans un objectif principal qu'à la fin de cette science-là, on aura tous des connaissances sur l'ISO 45001 et le comment la mettre en place dans une entreprise. Avant, je pense, de parler sur l'ISO 45001 comme étant un système, c'est très important de parler sur tous les systèmes de management existants aujourd'hui dans les entreprises. On a des systèmes de management qui traitent la partie qualité, on a d'autres qui traitent la partie environnement et d'autres qui traitent la partie santé et sécurité et d'autres qui traitent aussi tout ce qui est responsabilité sociétale. Tous ces systèmes-là, leur objectif est de mettre en place un système pour cadrer l'activité de l'entreprise et pour participer à l'amélioration de la performance de ces entreprises. On sait très bien que toutes les entreprises, elles ont un but qui est non lucratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont là pour bénéficier, gagner. Donc, tous les systèmes de management qui devraient être mis en place doivent répondre à cette finalité de l'entreprise, c'est de gagner à la fin, euh, en fin de compte. Mais ce système-là de management de la santé et de la sécurité au travail, c'est un système qui touche la santé financière et les performances financières de l'entreprise, mais d'une manière indirecte. Pourquoi? Parce que c'est un système qui touche directement ce qu'on appelle la richesse et le capital
principal de l'entreprise qui est le capital humain. Donc, que vous soyez salarié, dirigeant, propriétaire, étudiant, débutant, professionnel ou quelle que soit votre position hiérarchique en entreprise, vous partagez tous le même objectif et le même souci. C'est de partir la matinée au travail et de revenir en soir en bonne santé. C'est ça l'objectif principal de tout le monde en partant et en arrivant du travail. Et donc, cet objectif, ce n'est pas un objectif qui est lié toujours au travail, mais aussi c'est un objectif personnel. On ne veut pas à ce que quelqu'un se blesse durant son travail, durant son trajet vers le travail ou durant sa vie privée. Et cette action, ça permet à l'entreprise d'améliorer les productivités de ses employés et de gagner en image de marque et réputation. Ces photos-là, ce sont des photos. Mais derrière les photos, il y a des messages. Derrière les photos, il y a toute une leçon qu'on doit tirer. C'est pour cela que je vais vous donner la main pour interpréter un peu ces photos et de me dire, est-ce que ces photos-là, ce sont des photos que vous voyez logiques, que vous voyez normales, ou ce sont des situations à risque? Et surtout, pourquoi aujourd'hui, dans le monde et dans le XXe siècle, on voit encore ce genre de photos dans les chantiers, dans les entreprises et dans les travaux. Et pour bien organiser les paroles, il y a l'option lever la main. Comme ça, on va vous donner des paroles. Bien sûr, on ne va pas prendre la totalité vu le temps, mais on va essayer de prendre quelques personnes qui vont nous interpréter ces photos-là et de nous dire surtout le pourquoi et le comment des choses. Je commencerai par la première personne, c'est Molari. Vous pouvez activer votre micro, Monsieur Molari. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, moi, si je peux donner une interprétation, On vous entend très mal, Molari. Je pense que vous aviez un problème de connexion et ça coupe, on vous entend très mal. non, Alors, vous m'écoutez, mais... Allô, oui, oui, vas-y. vous me recevez? Oui, vas-y. D'accord. Donc, moi, je disais que, au vu de ces images-là, si vous donnez une interprétation particulière, je dirais que ce sont des situations très critiques, des situations à risque et dangereuses, dans les conditions de, par exemple, les sont appropriées, en fait. OK. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Molari. Je vous en Alors, je prie. prends Monsieur Bambaguier. Vous pouvez activer votre micro, monsieur. Sinon, je prends Monsieur Larry. Oui, alors bonsoir tout le monde, Bonsoir. bonsoir Monsieur Hassan. Bonsoir. Quand je vois les images qui sont présentées, surtout l'image de gauche, la première image à gauche, c'est une situation très à risque. Là, c'est une situation à risque du moment où c'est un travail qui se fait à la hauteur et la moindre erreur est fatale. L'image de droite où les trois personnes se tiennent sur la planche pour tenir l'autre en équilibre, il suffit que quelqu'un fasse un faux pas
et celui qui est à côté du bateau pour travailler tombe dans le ravin, ça cause encore une situation, un problème. Quand on prend l'image de gauche en bas de celui qui est là où le monsieur tient l'autre part les pieds, c'est une situation très à risque. Il suffit que il se faiblit dans ses bras tout à l'heure, il laisse l'autre tomber et c'est très fatal. Donc, pratiquement dans toutes les images, c'est des situations à risque qu'il ne faut même pas conseiller à quelqu'un, surtout que tout est des situations à risque. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lai. Alors, je prends l'intervention de Madame ou Monsieur Edou. Ok. Bonsoir, c'est M. Bonsoir. Ido, c'est pas moi. Bonsoir, Monsieur. Oui, oui. Les images qu'on analyse, en fait, on a des situations à risque vraiment qui, à la longue, il suffit une petite distraction nette, la personne se retrouve au sol. C'est-à-dire, il y a, il y a un drame qui va se passer. Donc, c'est des situations qu'il ne faut pas du tout conseiller sur un chantier. Et il faut vérifier que les conditions de sécurité sont réunies avant d'activer une, euh, une tierce activité sur un chantier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Edou. Alors, je prends une autre intervention, Madame ou Monsieur Koukoura. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, je dirais c'est celui qui est à la hauteur de ces deux immeubles, c'était dangereux. Parce que, à moins, je crois bien que le bâtiment est déjà habité. Et, Oui. et ça, c'est très grave. Si il se distrait, je crois bien que c'est sur une planche, il s'est arrêté. La planche peut se casser et puis tomber. Et par contre, les toits qui ont pris des appuis sur concernant le bateau, si les toits sont distraits, le monsieur en question qui est en train de travailler, il peut s'enfoncer dans l'eau. Et ça, c'est très dangereux. Dans un chantier, d'abord, il y a des HEC, il y a des sécurités pour, pour, pour visualiser le chantier. Et celui de l'électricien, je crois bien que ce que le sport qu'il a, il s'est arrêté dessus, exerçant les travaux, c'est pas normal. Parce qu'à moins de si c'est bousculé, il risque de tomber et puis le courant peut le secouer et ça peut causer la mort. Concernant le monsieur qui tient les pieds de la dame, là, c'est très, très dangereux. Parce que quand tu vois le monsieur qui tient la main, quand tu vois le monsieur, il sait que d'abord, le monsieur n'est pas concentré. Et à moins d'erreur, le monsieur peut lâcher les pieds de la dame et la dame peut tomber. Ce sont mes points de vue. Mais j'aimerais poser une question. Est-ce que après le cours, nous ne pouvons pas avoir les guides, je peux dire les documents ou bien les cours en PDF parce que pour revoir un peu ce qu'on a vu parce que je vois que c'est en vocal. Et après ce cours, 2 heures, 3 heures, quelques jours, parce que nous avons des activités à faire. Et après, tu peux oublier quelques thèmes ou certaines pages. Il faudrait que tu repartes dans le document pour réactiver ta mémoire. Merci. Merci pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Kokoa. Alors, je prends Azer Widragou. Excuse-moi, je prononce les noms. Ok, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Alhamdulillah, merci beaucoup. Ok, Dieu merci. Voilà, par rapport aux 4 images déjà, on peut dire que la première est hors norme parce que normalement, on travaille à hauteur. Déjà, il doit avoir un casque pour porter, et également un aîné de sécurité accroché sûrement une barre ou bien au mur, le fait pour sous les de chute voilà, pendant le travail.
Donc, il est déjà hors norme. Également, la planche aussi qu'il a déposée à travers les pinceaux là, sont même pas, et déjà même pour le poids et puis, bon, son poids et puis également, disposition là, c'est déjà très dangereux. Et ensuite, la deuxième photo également, où les quatre personnes travaillent sur le bateau. Déjà, bon, on voit que eux, au moins, ils ont le casque, mais la planche en bas, c'est pas évident qu'elle puisse tenir correctement le poids de ceux qui travaillent là, sans risque de cassure ou bien de blessure. Pareil également pour les deux images en bas. On voit que ils travaillent déjà sans casque de sécurité. Et également, bon, c'est pas dans les normes de travailler comme ça, avec tenir le pied de la dame là comme ça. C'est très dangereux. Voilà, elle peut avoir déjà un choc au bout de son ventre. Et celui qui tient également les pieds de la dame là, s'il n'est pas vraiment concentré, par risque il peut la laisser tomber, un truc comme ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Mhm. Je vous en prie. Alors, je prends encore 2 interventions. Alors, je prends Monsieur Wilfriend. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Donc, ce que moi, je peux voir sur ces quatre images-là, c'est des personnes qui font des travaux, mais qui sont gravement exposées à des risques de chute avec des conséquences graves qui peuvent entraîner la mort. Je prends comme le monsieur qui travaille sur la première image sur une planche. Il n'y a pas de garde-corps, il n'est pas attaché à un harnais, il est gravement exposé. Ça, c'est une situation critique qui nécessite même un arrêt, même des travaux. Je prends la deuxième image, le monsieur aussi qui est sur un support où ses trois collègues sont à l'extrémité de la planche. Bon, ça aussi, ça ne doit pas se faire. La troisième image où le monsieur retient la dame avec ses mains. Bon, la quatrième image, en tout cas, toutes ces quatre images-là, c'est des situations où des personnes sont exposées à des chutes de hauteur et c'est des situations qui ne doivent pas avoir, voilà, qui ne doivent pas être sur des chantiers ou sur un quelconque site. Donc, c'est mon analyse par rapport à ces quatre images. Merci beaucoup. Merci. Alors, je prends une dernière intervention et je prends Monsieur ou Madame Nguissan Kwako Charles. Bonsoir, bonsoir, Bonsoir. bonsoir, Monsieur Hassan. Bonsoir. Oui, je pense bien apporter au moins une petite contribution. Voilà, au vu des images là. Bon, sinon, lorsque moi je vois les images, déjà la remarque que j'ai faite, c'est que au travers de ces quatre images là, dans l'ensemble, le personnel travaille dans une précarité totale. Soit il y a le manque d'équipement, manque de matériel approprié et manque d'équipement de sécurité. Voilà. Quand je prends même l'image 1 où le monsieur il est suspendu, il y a pas, on voit pas un échafaudage assez monté, qui serait mieux équilibré. Quand je prends l'image 2 où les trois, comment on appelle, les trois individus, là, quand bien même ils ont des casques, ils ont des casques de travail, mais tels que suspendus, en tout cas, une chute pourrait être fatale pour leur survie. L'image juste en bas, à droite, là encore, c'est encore risqué. Tenir quelqu'un peut-être dans les mains et en train de détacher, arracher quelque chose du haut, peut-être du mur, c'est assez risqué. Et c'est idem pour comment on appelle la quatrième image. Voilà, je pense bien que c'est ce que je peux dire en ce qui concerne des images. Merci. Merci beaucoup et merci à tout le monde de vos participations et de vos interventions qui sont tous vraies et qui sont tous réelles et qui sont tous vraiment qui touchent la réalité de ces images-là.
Effectivement, la chose que vous êtes tous d'accord que ces situations ou ces photos-là, ce sont des situations anormales, des situations à risque sur les gens qui travaillent. Et la chose que j'ai pas bien entendue, c'est le pourquoi. Pourquoi on a ces situations? Est-ce que c'est un manque de formation, au manque de sensibilisation, au manque de culture SST? Alors, si je vois par exemple dans la première photo qui est à droite, en haut, on voit des gens qui travaillent dans un chantier, d'accord? Et là, ils ont tous les moyens de production, ils ont des vêtements de travail, ils ont des casques, etc. Mais malgré ces vêtements de travail et ces casques-là qui sont servis en général à leur protéger, ils ont fait ce qu'on appelle au niveau du monde hygiène sécurité environnementale des comportements à risque. Pourquoi? Parce que on peut toujours obliger les gens à respecter les règles en leur donnant des moyens et des EPI nécessaires, mais la chose la plus difficile, c'est de faire comprendre les gens sur le pourquoi du port de ces EPI. Ça se voit très bien dans cette photo que ces gens-là, ils n'ont pas la culture SST, ils n'ont pas la culture santé et sécurité au travail. Ils ont des consignes, ils ont des directives, ils essayent de les respecter à la lettre, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ça, c'est la chose la plus difficile et la plus critique en entreprise et dans un chantier. C'est de faire des gens comme des robots pour le respect des règles sans toutefois leur montrer le pourquoi et le comment des choses. D'accord? Et pareil, sur les autres photos, on voit des gens, leur souci principal, c'est produire et être trop productif. Et ça aussi, c'est un problème qu'on doit résoudre dans les chantiers et dans les entreprises, c'est de séparer entre les objectifs, d'accord? De séparer entre les objectifs et de donner à chaque objectif son ampleur. Parce que si vous partez demain en entreprise et vous posez des questions sur les opérateurs ou n'importe qui dans l'entreprise, c'est quoi votre rôle aujourd'hui? Vous trouvez qu'un qualiticien, il va vous dire, pour moi, aujourd'hui, mon objectif principal, c'est de garder la ligne clean, pas de défaut, pas de réclamation, etc. Un producteur, il va vous dire, pour moi, il faut que je finisse le chantier et les activités et le plan d'action à temps. Un logisticien, il va vous dire, c'est de ramener de la matière et de faire partir le produit fini à temps. Mais personne, il va dire, mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler en toute sécurité. Pourquoi? Parce que toujours ce sujet de la santé et de la sécurité au niveau de travail, il y a deux volets. Soit le premier volet, il a été considéré comme étant un sujet marginal, pas d'importance. Donc, les autres importances derrière, c'est la production, c'est la productivité, c'est la performance ou autre chose. Soit parce que l'entreprise elle-même, elle a mis en place un système juste pour dire que l'entreprise elle est certifiée entre parenthèses. Ce genre de système, ce n'est pas un système qu'on peut mettre en place juste pour avoir le papier. C'est quelque chose qui touche l'humain. C'est quelque chose qui touche le capital humain en entreprise. Donc, il faut qu'on investisse dans les éléments, le matériel, les EPI et tout ce qu'on peut faire pour prévenir d'avoir des risques. Il faut qu'on investisse dans le capital humain de telle façon à ce qu'on le forme, l'on sensibilise, on communique sur la santé et la sécurité au travail pour que les résultats et les actes journaliers doivent être des actes SST, doivent être des comportements SST. Et ce sujet-là de risque, il existe partout, dans la rue, dans la maison, dans le travail, dans les bureaux, et n'importe quel endroit, il y a des risques SST. On ne peut pas les éliminer. Le risque, on ne peut jamais supprimer un risque. Mais on ne peut jamais supprimer un risque. Mais on diminue
la criticité du risque. On essaye de prévenir le risque. En entreprise, on peut trouver n'importe quelle entreprise, on peut trouver des dangers électriques, des dangers d'eau, des dangers aux produits chimiques, des dangers liés aux maladies professionnelles, etc., etc. Et ces risques-là, ça existe aussi dans notre vie personnelle. C'est pour cela que je peux vous demander, je vais vous poser une question, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, un exemple, qui a un extincteur dans sa maison? Est-ce que vous disposez des extincteurs dans la maison? Oui ou non? Allez-y, Sidina. Tigari, Tahar? Alors, qui peut me répondre? Alors, Samsung, moi, en fait, il a dit compte Samsung. Mohamed El-Karkoubi, pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. بالنسبة l'extincteur n'est pas trouvé quelques maisons. D'accord. Donc, on ne peut pas le trouver dans la maison. Il n'est pas trouvé. Très bien. Alors, la question pourquoi? La question pourquoi aujourd'hui, avec les risques qu'on pouvait avoir dans nos foyers, dans nos maisons, on ne peut pas avoir des extincteurs. On a ce qu'on appelle des risques électriques, hein, des dangers électriques. On a de l'eau, hein, on a des produits chimiques, on a du gaz, etc. Donc, il y a du risque d'avoir d'incendie dans la maison. On n'a pas si moyens parce que pour nous, la culture SST, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre tête. Et même, on peut trouver un responsable SST dans une entreprise qui, chaque jour, chaque minute, chaque heure, il insiste les gens à respecter et faire respecter les conseils SST, mais dans sa maison, il ne fait rien. Donc, il faut qu'on distingue la culture SST d'une façon générale et la culture SST en entreprise. La culture SST, il faut qu'on la voit dans tous les endroits où on est. Et dans l'entreprise parce que c'est là où la grande partie des gens travaillent, c'est là où il y a une grande partie des risques qui soient présentes. C'est pour cela qu'on est obligé d'appliquer des règles de prévention pour prévenir des risques en entreprise. D'accord? Quelques chiffres, même s'ils sont un peu anciens, il faut que je les mette à jour, mais si je prends par exemple le cas de 2011, on parle de tout ce qui est sinistre professionnel, ça veut dire des accidents de travail ou du maladie professionnelle ou des accidents de trajet. Juste en Europe, on a parlé de 669 914 sinistres avec 552 décès. Et au niveau des maladies professionnelles, on parle de 570 décès. Et des accidents de trajet, 393 décès. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet qui est très facile. C'est un sujet dans lequel on peut perdre des vies. On est d'accord? Parce que tant qu'on a beaucoup des accidents de travail dans l'entreprise, on risque d'avoir un accident qui est mortel. Et je pense, vous pouvez entendre chaque jour dans des entreprises, surtout qui ont des grands risques, les morts et les morts et les décès suite aux accidents. Donc, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est, je dirais, critique et important à suivre afin de sauver des vies. Ça, c'est le volet un peu pessimiste
on a des accidents. Mais le système de management de la santé et de la sécurité au travail, il a aussi son volet positif. Et c'est le volet dont je parlais au début de la science, c'est qu'il participe indirectement dans l'amélioration des performances financières de l'entreprise. Comment? C'est qu'aujourd'hui, on fait de l'investissement dans la prévention du risque. Si on prévoit 1 euro d'investissement, on aura 2,2 euros sur le retour d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, c'est je minimise mes risques, je vais gagner en double. Tant de risques, c'est tant d'accidents, et tant d'accidents, c'est tant de charges pour l'entreprise, parce qu'il y a des assurances, il y a des analyses, il y a des effectifs qui doivent faire des analyses, etc. C'est du charge. Mais si j'investis dans 1 euro dans la prévention de risque, je peux gagner jusqu'à 2,2 euros que je perds en faisant l'analyse des accidents. Dans un environnement qui est sain et sécurisé, dans un environnement où on respecte la santé et la sécurité des gens, ces gens-là auront la possibilité d'être plus créatifs et plus innovants. Si vous avez le choix entre 2 entreprises, une dans laquelle vous entendez toujours qu'il y a des accidents et des cas de mort et de décès, et une entreprise qui met en place un système avec un environnement stable et un environnement sain et sécurisé, certainement vous choisissez une entreprise sécurisée et saine. Et c'est là, ces gens-là auront un environnement sain et sécurisé, donc leur créativité et leur innovation sera mieux que les autres. Et pareil au niveau de tout ce qui est turnover, ce qu'on appelle le départ des gens, la perte des compétences. Si vous travaillez dans un environnement toxique, un environnement avec des accidents, un environnement avec plein de risques, il n'y a pas de prévention, certes, la plupart des gens pensent à quitter ces entreprises-là. Au contraire, à des entreprises qui ont un système de management solide et qui respectent ce qu'on appelle une entreprise responsable, qui respecte la vie et la sécurité des gens. Et pareil aussi au niveau de l'absentéisme. Et là, il faut faire attention lorsqu'on parle de la santé et de la sécurité au travail. Je ne parle pas tout le temps de la santé et de la sécurité physique. Je ne parle pas de la santé et de la santé physique, mais aussi de la santé mentale. Même si vous avez mis en place tout ce que vous voulez pour sauver des vies en physique, mais un environnement qui est toxique, du stress, mauvais relationnel, ça aussi, ça rentre dans la santé mentale des gens qui peuvent créer des maladies professionnelles. C'est pour cela, pour répondre à tous ces éléments-là, il faut avoir une norme et un document qui permet de regrouper toutes ces exigences et d'aider les entreprises à mettre en place un système qui va leur permettre de cadrer leurs activités et de répondre à ces exigences-là pour sauver et pour protéger leurs employés contre les risques santé et sécurité. C'est la norme ISO 45001. Et cette norme-là, comme toutes les normes, il a un historique. Il a commencé par le BS 8800, qui a été transféré ou transformé en OSAS 18001. Vous connaissez tous OSAS 18001 jusqu'à 2017. C'est là où on a entendu d'une nouvelle norme qui a remplacé l'OSAS 18001, qui est l'ISO 45001. Et ce projet de l'ISO 45001, ça a commencé depuis 2013 suite à une proposition britannique et qui a englobé 2 normes. C'est l'OSAS 18001
qui est les exigences relatives au système de management SST, et l'ELO OSH 2001, qui est les principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail de l'Organisation internationale du travail. Autrement dit, avant que cette norme existe, il y a d'autres normes qui traitent d'une façon différente et partagée et répartie des exigences SST. Et même si on ne parle pas des normes, il y a aussi de la réglementation qui traite les exigences SST. Même si l'entreprise n'est pas certifiée ISO 45001, il est obligé par la force de la réglementation d'appliquer des règles SST pour minimiser les risques des accidents et des maladies professionnelles. Cette norme-là, ISO 45001, c'est une norme qui regroupe toutes les exigences pour avoir un système de management de la santé et de la sécurité au travail correct. Et c'est une norme qui est certifiable. Et qui dit certifiable, ça veut dire à la fin de la mise en place de ce système, l'entreprise sanctionnée par un certificat d'excellence, je le dis, un certificat qui prouve qu'il est une entreprise responsable et qui prouve que l'entreprise elle respecte les exigences SST. Cette norme-là, il a d'autres normes qu'on appelle des guides d'utilisation et des annexes qui permettent à cette norme qui permettent d'interpréter cette norme et de donner plus d'explications et des définitions. La norme ISO 45001 aussi, comme les autres normes du système de management, il a une structure qui s'appelle la structure HLS, High Level Structure. En anglais, c'est la structure au niveau qui permet à cette norme-là d'être une norme qui peuvent être intégrées facilement dans un système de management intégré et qui permet à cette norme-là d'être appliquée facilement. D'accord? Et lorsqu'on parle de la structure HLS, on parle de deux facteurs. On parle, le premier, c'est les mêmes chapitres ou la même structure normative. Ça veut dire on a 10 chapitres dans toutes les normes avec cette structure-là. On trouve le chapitre 1, 2, 3 comme étant des chapitres d'introduction et des généralités. Et c'est à partir du chapitre 4 qu'il y a des exigences jusqu'au chapitre 10. Ça, on le trouve dans le chapitre, dans la norme ISO 45001, la 14001, la 9001 et d'autres normes des systèmes de management. Et même la même appellation, ça veut dire le nom du chapitre, c'est le même en ISO 9001, en 14001, en 45001. Si je prends le cas du chapitre 4, lorsqu'on parle du contexte de l'organisme, c'est la même appellation dans toutes ces normes-là des systèmes de management. Le deuxième critère, c'est l'approche PDCA. Ça veut dire ces normes-là, elles sont structurées en se basant sur le PDCA, qui est plan, do, check, act. Planifier, réaliser, checker ou vérifier et agir. D'accord? Et les chapitres de la norme, ils sont gérés comme ça. On trouve du chapitre 4, 5, 6, 7. Ça, c'est des chapitres de P, de planifier. C'est les chapitres qui permettent de faire la planification du système de management de la santé et de la sécurité au travail. Et le chapitre 8, c'est le chapitre de réaliser, d'accord? Le chapitre 9, c'est le chapitre de contrôler. Et le chapitre 10, c'est le chapitre d'amélioration, d'améliorer ou d'agir. Cette norme-là, elle tient en compte, comme j'ai expliqué tout à l'heure, toutes les règles et les principes généraux de la prévention européenne et de la directive européenne du travail et aussi des directives de l'Organisation internationale du travail, d'accord? Et dernièrement, c'est une norme aussi qui vient pour pousser à fond le respect des exigences réglementaires nationales. C'est une norme qui a remplacé l'OSAS 18001. Avant 2017, il y avait l'OSAS 18001 et c'est là ISO 45001. Et son domaine d'application, il est applicable dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leurs activités et leur système. D'accord? Contrairement au système de management de la qualité,
qu'on trouve un système pour chaque secteur d'activité. Mais l'ISO 45001, parce qu'il traite le système de management de la santé et de la sécurité au niveau du travail, et c'est la sécurité du personnel, des gens. Donc les gens ou le capital humain, on peut le trouver dans toutes les entreprises, quelles que soient leurs activités et leur taille. Donc, cette norme-là, il est applicable. Il est applicable pour un restaurant, applicable pour un laboratoire, applicable pour une entreprise industrielle, comme il est applicable aussi pour des associations, applicable n'importe quelle entreprise ou organisation. Cette norme-là, il est applicable. Là, c'est juste un peu l'historique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de cette norme-là qui est commencée depuis 2013 jusqu'à 2017, où on a vu la naissance de la nouvelle norme du système de management de la santé et de la sécurité au travail. Cette norme-là, elle a deux objectifs principaux. C'est de fournir un cadre pour le management des risques. D'accord? Et qui dit management des risques, ça veut dire gestion des risques en entreprise avec la réponse aux exigences légales et réglementaires, purement risque. Et la deuxième, c'est que utiliser ce système-là et ce management de risque pour améliorer les performances financières de l'entreprise en agissant sur la préservation de la santé physique et mentale des employés et sur aussi la mise à disposition d'un environnement de travail qui est sain et sécurité pour les employés. L'ISO 45001, il a une logique de PDCA, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et cette logique de PDCA qui est basée sur 5 principes, c'est d'identifier dans un premier temps toutes les activités qui présentent un risque sur la santé et la sécurité au travail en faisant participer les gens et les travailleurs ont fait une évaluation de ces risques-là pour vérifier est-ce qu'ils sont significatifs ou non sur le système. Et l'objectif derrière, c'est de les réduire par des actions de prévention responsables et des actions de prévention qui permettent de minimiser le maximum la criticité de ce risque et pour, bien sûr, améliorer davantage le système qui va permettre d'améliorer davantage les performances de l'entreprise en matière de santé et sécurité et aussi en matière financière et de vérifier à chaque fois que ces actions-là sont tous mis en place et efficaces de telle façon à ce qu'on garde la criticité et la surveillance de ces risques-là. L'ISO 45001, on va faire un résumé de cette norme-là. C'est une norme, comme j'ai expliqué, qui a une structure HLS, d'accord, pour faciliter ce qu'on appelle les approches intégrées. Et c'est une norme qui doit insister sur la compréhension des enjeux de l'entreprise, quel que soit l'enjeu interne ou son enjeu externe, avec bien sûr une grande importance pour les parties intéressées. Et c'est une norme qui adopte, et ça c'est son cœur, la norme, qui adopte une approche par les risques et opportunités, il ne faut pas oublier les opportunités, et d'intégrer le bien-être et la qualité de vie au niveau du travail avec une maîtrise opérationnelle renforcée. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la maîtrise opérationnelle qui permet de minimiser le maximum des risques. Le système, mais aussi c'est l'application du système dans l'entreprise. Et dernièrement, c'est d'évaluer et d'améliorer les performances SST parce qu'il faut toujours suivre les performances pour pouvoir détecter les anomalies et pour pouvoir détecter les lacunes et les faiblesses de ce système-là afin d'avoir une approche d'amélioration continue. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ces normes sont basées sur l'approche risque
il se base aussi sur la mise en place d'une approche d'importance à donner pour les parties intéressées. Ça, c'est les chapitres de notre norme. Et le seul chapitre qui diffère entre l'ISO 45001 et les autres normes, c'est le chapitre 5. Parce que dans toutes ces normes du système de management, on trouve que le chapitre 5, c'est leadership, tout court. Mais dans la norme ISO 45001, on trouve que le chapitre 5, en plus de leadership, on parle de ce qu'on appelle la participation des travailleurs. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui me disent, Monsieur Hassan, mais pourquoi on parle des travailleurs avec le leadership, avec le management? Parce que les deux piliers de la réussite d'un système de management SST, c'est la direction, parce qu'il faut qu'elle soit engagée, et les travailleurs, parce qu'il faut qu'ils respectent. Donc, pour passer le message comme quoi on ne peut pas réussir un système de management de la santé et de la sécurité au travail si on n'a pas un engagement de la direction et on n'a pas une forte participation des travailleurs, on aura un système qui n'est pas fiable. Parce que ces deux piliers-là, c'est les piliers de la réussite de ces systèmes-là. Maintenant, la question qu'on va poser, on a le système, on connaît la norme, mais comment on va la mettre en place? Il existe bien sûr une approche de la mise en place de la norme avec des grandes étapes de la mise en place d'un système de management. Et ces étapes-là, ça commence par une première étape qui est très importante, qui est l'étape de diagnostic. L'étape diagnostic, l'objectif de l'étape de diagnostic, c'est de faire un état des lieux. Car on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Il faut déjà vérifier c'est quoi les attentes. Et ces attentes, on va les vérifier par le diagnostic. Si vous partez chez un médecin, il ne peut pas vous donner du médicament sans connaître votre maladie. Et pour connaître la maladie, il faut qu'il vous fasse un diagnostic. Pour vous donner le bon moyen et les bons médicaments. Pareil, au niveau du système de management de la santé, pour tracer une stratégie de la mise en place, il faut connaître les lacunes. Il faut connaître c'est quoi le besoin, etc. Et ça se permet de vérifier la conformité du système existant par rapport à ce qui est demandé par la norme. Parce que si on dit entreprise, ça veut dire qu'il y a déjà un système existant. Entreprise, c'est un système. On ne peut pas avoir une entreprise sans un système. Un système, c'est l'ensemble des activités corrélées qui répond à des besoins. Mais la question qu'on pose au niveau du diagnostic, est-ce que le système de l'entreprise existant permet de répondre à ce qui est demandé par la norme? La norme, il cite des exigences. Est-ce que ces exigences sont mises en pratique ou pas encore? Donc, ça nous permet ce diagnostic de vérifier c'est quoi le taux de conformité par rapport à la norme. D'accord? Le taux de conformité par rapport à la norme. Peut-être 0%, peut-être 15%, peut-être 30%, peut-être 60%, peut-être 75%, peut-être 90%, etc. Et dans la mise en place du système, c'est un travail sur le gap, sur le manque. Et ça, c'est l'objectif principal de ce diagnostic. Et une fois qu'on fait le diagnostic et on a ce qu'on appelle le plan de la mise en place, il faut avoir des gens qui vont nous aider à mettre en place ce système. Et ces gens-là, ce sont des comités de pilotage. Parce que l'erreur que font plusieurs entreprises, c'est de
mettre la tâche de la mise en place du système au responsable SST. Non. Il faut avoir, c'est un projet déjà, donc il faut avoir des comités de pilotage de ce projet. Par contre, la condition, c'est que ces comités-là, il faut qu'ils soient formés, car on ne peut pas demander à quelqu'un de travailler sur un système s'il ne connaît pas le système. Et surtout, l'interprétation du système. D'où cette formation de l'ISO 45001 lead implémentaire, c'est de vous préparer comme étant des leaders et des chefs d'orchestre pour piloter la mise en place du système de management de la santé et de la sécurité au travail avec vos comités. Une fois que les comités sont formés et créés, on commence à répondre aux gaps détectés au niveau de diagnostic par la mise en place de la documentation, car la documentation, c'est le pilier du système, c'est la cale du système. Donc, on essaie de faire la revue de la documentation existante pour la rendre conforme par rapport à ce qui est demandé par la norme, ou on essaie de créer carrément des documents inexistants et qui doivent être créés suite aux exigences de la norme ISO 45001. Le système, il est créé, documentaire. Maintenant, c'est l'application. Parce que dans un système, il y a la partie documentation, mais aussi il y a la partie application. Et la chose la plus difficile, c'est l'application. C'est pour cela qu'il faut que les gens soient formés. Tout le monde, sans exception. Parce qu'on parle d'un sujet qui peut toucher depuis le gardien à l'entrée de l'entreprise jusqu'à directeur du site. Donc, tout le monde, il faut qu'il soit formé. Tout le monde, il faut qu'il soit sensibilisé sur le système de management de la santé et sur les choses à respecter, à faire respecter. Une fois que les gens ils sont formés, on doit prévoir une vérification. L'objectif de cette vérification, c'est de poser la question, est-ce qu'on est prêt à demander la certification? Parce que l'objectif de la mise en place du système, en plus de l'objectif terrain, c'est d'avoir un certificat qui dit et qui prouve que l'entreprise respecte les exigences SST. Avant de demander aux organismes certificateurs, parce que c'est un tierce partie, de venir vous auditer, c'est mieux que vous faites un auto-audit qu'on appelle l'audit à blanc. L'audit à blanc, l'objectif principal, c'est de vérifier est-ce qu'on est prêt à être certifié ou non. Est-ce qu'on a encore des problèmes? Et la bonne pratique, c'est que cet audit à blanc, c'est mieux à ce qu'il soit fait par quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui a un œil externe. Pourquoi? Parce que même si vous avez les compétences nécessaires pour le faire, parfois on passe devant des, des écarts et des lacunes sans toutefois les détecter parce qu'on s'est habitué à ça. Mais si on a l'œil externe, si on a un organisme externe ou un auditeur externe qui va venir pour nous auditer à blanc, ça permet bien sûr à cet auditeur ou auditrice de vérifier et de détecter si on a des problèmes au niveau du système avant de demander l'audit de certification. Une fois qu'on est prêt et on travaille sur tous les éléments détectés au niveau de l'audit à blanc, c'est le temps pour demander à l'organisme certificateur de venir nous auditer. Et le cycle de certification, ça commence par l'audit de certification. C'est un audit fait par un organisme externe qui n'a aucune relation avec l'entreprise. Son objectif, c'est de vérifier votre conformité par rapport au système ISO 45001. Et si vous êtes conforme, vous aurez un certificat qui prouve que vous êtes conforme. Et la durée de validité de ce certificat, elle est de 3 ans. Ça veut dire au bout de 3 ans, vous aurez un nouveau certificat avec une nouvelle date. Mais entre-temps, la deuxième année et la troisième année, il y a toujours un audit de suivi qui va venir vous auditer pour vérifier que le système il est toujours là, pour vérifier que
le système il est en amélioration parce qu'il y a des entreprises, une fois qu'ils auront leur certificat à payer, ils oublient le système. Ce n'est pas ça l'objectif. Et l'objectif de l'audit, de suivi, qui est fait bien sûr par l'organisme externe, c'est de vérifier ça et de vérifier que le système est toujours là, il est en amélioration, il est toujours maintenu. Et si vous avez des problèmes dans ces audits de suivi, il y a un risque à ce que votre certificat soit suspendu. Ce n'est pas annulé, mais suspendu.